Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. J'ai aujourd'hui avec moi Pierre-Emmanuel Jus. Oui, bonjour. Donc, qui est directeur délégué de Maslow. Comment est-ce que tu vas, Pierre-Emmanuel ? Ravi d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Lyon, du coup. C'est la banlieue, 2 heures de train. Voilà, pour venir nous voir. Alors, dans ce podcast, nous allons essayer d'en apprendre plus sur Pierre-Emmanuel. Donc, nous allons en apprendre plus sur son passé, sur Maslow. On va parler d'immobilier. Et donc ce podcast sera aussi sur YouTube, diffusé en format vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour découvrir les autres épisodes. Et n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire si le podcast vous a plu. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je m'appelle Pierre-Emmanuel Jus. Moi, j'habite à Lyon, comme tu l'as dit, mais je suis normand, j'ai 47 ans. Je travaille aujourd'hui dans un groupe qui s'appelle Valoretti, donc qui a lancé un site internet qui s'appelle maslow.imo pour accompagner les investisseurs d'une manière digitale. J'ai vécu en Normandie, en Bretagne, j'ai été banquier et je fais de l'investissement immobilier, du conseil et du management aujourd'hui depuis 18 ans dans cet univers. Ok. Est-ce que, donc là, on va faire un bond dans le passé. Ouais. Tu vous as déjà un petit peu spoilé, donc tu as grandi en Normandie ? Ouais, moi je suis de Caen. J'ai fait mes études à Caen, un parcours un peu classique, lycée, BTS. Après, je suis rentré dans une grande entreprise qui vendait de l'électricité. Donc moi, j'y vendais du gaz. J'ai repris mes études. J'ai fait un DESS, donc un Master 2 pour ceux qui sont pas de ma génération, en marketing et encadrement des collaborateurs. Et voilà, ensuite je suis rentré dans l'univers bancaire. À la Poste, au moment où ils créent la Banque Postale, où là j'étais dans la partie déjà immobilière, mais sur la partie financement et crédit immobilier. J'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai monté un partenariat avec une entreprise brestoise qui justement accompagnait des investisseurs dans l'immobilier locatif. Et donc nous, on conseillait les clients sur les enveloppes et on envoyait nos clients dans cette structure. Et voilà, et un jour, nos chemins se sont rapprochés et j'ai travaillé pour cette structure dès 2005. Voilà. Ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui t'a plu au premier abord dans l'immobilier ? L'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens dans le développement de leur patrimoine. Et c'est vrai que les Français ont une énorme appétence pour l'immobilier. D'abord leur résidence évidemment principale, mais l'investissement locatif arrive quand même très très tôt et de plus en plus tôt, dirons-nous aussi. Et l'idée c'était, on voit aussi que les gens ont besoin d'être accompagnés. Et voilà, c'est surtout ça qui m'a plu. Donc au niveau de tes études, t'es passé par une école de commerce ? J'ai fait l'IAE, moi, en fait, à Caen. Un DESS qui s'appelait Mercatique opérationnel et encadrement des commerciaux. L'idée, c'était d'avoir du marketing achat et du marketing vente. Ça, c'est aussi très intéressant. Et dans le cadre d'un projet comme Maslow, aujourd'hui, le marketing, c'est important. C'est comment tu transformes un site internet, non pas en catalogue d'annonces. On n'est pas Se Loger, on n'est pas Le Bon Coin. Et comment tu apportes aussi à l'internaute le bon niveau d'information. Donc, ça m'a appris quand même et ça me sert encore aujourd'hui, vraiment. Ça, c'est une évidence. Et puis l'encadrement des commerciaux, c'est vrai que j'occupe des fonctions de direction commerciale, donc repérer des talents, les faire évoluer, les voir grandir. Aujourd'hui, je suis accompagné de collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise depuis 10 ans, qui ont évolué, qui ont eu aussi des postes de manager aussi ou de formateurs. Et moi, j'adore aussi recruter les gens, les voir évoluer et me dire tiens, je me rappelle de cette personne-là quand je l'ai vue ou quand j'ai lu son CV et notre premier entretien. Ça, je trouve ça génial. Voilà. Et puis, on est tous faits pour être remplacés aussi un jour. Et donc, quand tu embauches des gens meilleurs que toi, ça te met un petit coup de pied aux fesses pour rester à la page et à jour et essayer d'être le meilleur. C'est un peu ça l'idée. Et alors, j'ai une question. Donc, comment est-ce que tu es passé de la Normandie, du coup, à Lyon ? Par les rencontres. Je pense que la vie professionnelle, de toute façon, est faite de rencontres. L'aventure avec mon ancien employeur s'est arrêtée en 2013, à l'été de 2013, et j'avais tout mon réseau qui était dans cet univers-là. Donc j'ai appelé mes copains, je leur ai dit voilà ce que je faisais, voilà ce que j'ai envie de faire, vous savez ce que je sais faire, c'est toujours pareil, encadrer, animer, former des collaborateurs, avoir un niveau d'expertise dans mon univers, et donc
J'avais un bon copain qui travaillait dans le groupe Valoretti et qui m'a dit je vais te faire rencontrer les dirigeants, donc Dora D'Ambrosio et Christophe Verpillot. Je les ai vus un matin à 8h à Paris. Ils n'avaient pas grand chose à me proposer, mais l'idée c'était qu'on puisse avoir une rencontre. Et c'est de se dire est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, c'est surtout ça. Et voilà, et quelques jours après, le directeur commercial m'a rappelé en me disant voilà, on a un projet à vous proposer à Lyon, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, j'y suis allé. Et c'est la naissance. Et voilà, c'est mon début de parcours chez Valoretti sur des postes de direction commerciale, voilà, sur le quart sud-est de la France. D'accord. Et voilà, mais je pense que le déclencheur, c'est la rencontre. C'est est-ce que les gens que j'ai rencontrés, j'avais envie de travailler avec eux, j'avais envie de travailler pour eux. Est-ce que le projet de l'entreprise était très clair? Pour moi, le projet de l'entreprise, les missions du collaborateur et les perspectives aussi de l'entreprise ou du poste sont au rendez-vous pour que ça fonctionne. Et à partir du moment où il n'y a que des oui, faut y aller, tout simplement. Mes enfants étaient encore assez jeunes, donc assez facile de changer d'école, de déménager, autre chose comme ça. Et puis la Normandie, c'est sympa. Il fait beau au moins une fois par jour, mais descendre aussi un petit peu, aller dans une grande ville, un gros poumon économique, ça c'était des choses qui nous intéressaient. Donc voilà, donc on est très content et ça va bientôt faire 10 ans que je suis à Lyon et je suis ravi. J'ai progressé, mon niveau de ski s'est amélioré. Ok. Alors, on va parler de Maslow maintenant. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Maslow? Ouais, Maslow.imo, c'est un site internet, c'est une solution digitale pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. L'idée, c'était d'offrir une solution globale et digitale, c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui sur Maslow.imo réserver, financer, gérer ton bien depuis ton canapé. Ça, c'est évidemment la promesse. C'est d'avoir un conseil avisé, sécurisé, c'est-à-dire que l'offre commerciale aujourd'hui, principalement dans le neuf et l'ancien récent, on y reviendra peut-être, est scorée. Donc on a un algorithme, on a de la data propre, on achète de la data et on score aujourd'hui l'offre du marché, par exemple sur l'immobilier neuf, où on va scorer chaque appartement. D'accord. C'est-à-dire que évidemment la résidence par rapport à la profondeur de marché, l'évolution des prix sur les 5 dernières années, l'évolution de la démographie, l'emplacement de la résidence vis-à-vis des transports, des commerces, etc. Bref, tout ce qui fait un bon investissement locatif. Et puis après, on va scorer aussi les appartements, parce qu'un appartement avec un extérieur ou pas d'extérieur, c'est pas la même chose. Un appartement avec un parking, pas un parking, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc on a une note sur 5, un petit peu comme sur Trustpilot ou sur les avis Google. Et donc sur le site internet, on ne met que les notes qui sont supérieures à 3 sur 5. D'accord. L'idée, c'est de te dire, si tu choisis un appartement sur Maslow, tu es sûr qu'il répond aux bons critères d'un investissement locatif sécurisé. Ça, c'est l'idée. Et ensuite, c'est une promesse d'un conseil éclairé, puisque tu peux tout faire tout seul derrière ton écran. Tout ce que je viens de dire, réserver, financer, gérer, mais on te donne la data en te disant voilà comment est scorée cette résidence ou cet appartement, mais on met aussi à ta disposition de l'expertise, puisque tu as le choix de pouvoir avoir accès à des experts, et quand je dis des experts, c'est des gens qui font ce métier-là depuis plus de 10 ans, qui sont derrière l'écran, qui vont pouvoir t'accompagner, soit sur la sélection de ton bien, soit aujourd'hui on le voit un petit peu plus très tôt sur le financement de ton projet, sur l'enveloppe de ton budget. Et vraiment la promesse, c'est de la data et l'expertise quand tu le souhaites. Tu peux prendre un rendez-vous sans créer de compte. On ne te demande pas ton adresse mail au bout de 2 minutes. On n'est pas là pour collecter du lead, on est là pour accompagner un investisseur au moment où il le souhaite. C'est ça la promesse. Et j'ai une question, alors vous travaillez du coup avec beaucoup d'investisseurs. Quel est le profil d'investisseurs avec lequel vous travaillez au quotidien? Alors, quand on a lancé Maslow, on avait 3 cibles. Et on voit que dans nos rendez-vous et dans nos ventes aujourd'hui, ces cibles sont au rendez-vous. Premièrement, on a une population aujourd'hui d'investisseurs qui rajeunit. On va dire que dans un groupe comme nous qui a 38 ans d'ancienneté, notre profil type, ce sont plutôt des gens qui ont entre 40 et 50 ans, propriétaires de leur résidence principale, qui réfléchissent à faire un investissement locatif ou un deuxième. Et en fait, sur Maslow, on a plutôt une population très urbaine, moins de 35 ans, souvent seul décideur. 90% des rendez-vous, on n'a qu'une seule personne qui est derrière l'écran et qui est décideur. Diplômé, voire très, très diplômé. Plus de la moitié de nos rendez-vous aujourd'hui sont des gens de la région parisienne, locataires,
qui n'ont pas l'intention forcément d'acheter leur résidence principale ou qui ne sont pas prêts vis-à-vis de leur budget ou de leur marché à acheter cette résidence principale et qui souhaitent investir. Ça, c'est la première cible. La deuxième, ce sont les expatriés, puisque les expatriés français souhaitent et investissent en France, notamment tous ceux qui ne sont pas payés en euros, puisque c'est aussi un moyen de placer leur argent en euros. Et la dernière cible, ce sont les investisseurs avertis, des gens qui ont déjà réalisé des opérations et qui aujourd'hui ont moins besoin de conseils et qui déterminent un budget, recherchent le bon produit et sont capables de faire le schéma de réservation ou la prise de décision tout seul. Voilà, ça, ce sont les trois cibles que l'on a ciblées, si je peux m'exprimer ainsi, et qui sont aujourd'hui au rendez-vous sur le site. Le marché est assez tendu, que ce soit au niveau des vendeurs, des acheteurs. Les gens restent un peu campés pour voir ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que Maslow actuellement fait face à cette situation et les défis auxquels vous faites face actuellement du coup? Oui, moi je dis qu'aujourd'hui effectivement les règles du jeu ont changé. En fait, pour moi, il n'y a pas de crise immobilière, il y a une crise de financement. Donc c'est la première fois, moi je l'ai déjà dit, je vais arrêter de faire mon vieux guerrier, mais ça fait 18 ans que je fais ça, donc des crises j'en ai déjà connu plusieurs. J'ai connu celle de 2008 évidemment, j'ai connu 2013-2014 qui étaient des années compliquées sur le nombre de ventes. Voilà. Aujourd'hui on a une crise de financement, c'est-à-dire que l'accès au crédit s'est totalement raréfié et on a eu des taux qui sont passés de 1 à 4% en 14 mois, donc x4 en 14 mois ça n'a jamais été. Donc le cadre de référence il a changé. Le nombre de personnes qui peuvent investir a diminué. On était sur un terrain de foot, on est sur un terrain de hand. Maintenant, les Français veulent toujours autant investir. C'est-à-dire que tu dis à un Français, tiens, tu gagnes au loto samedi, qu'est-ce que tu fais de tes sous? Il va te dire, je vais faire de l'immobilier, je vais faire de l'assurance vie, je vais faire de la crypto, tout ça, mais il va te mettre de l'immobilier généralement en 1 à chaque fois. Donc en fait, c'est de donner le bon cadre de référence. Et ensuite, généralement, les gens, lorsqu'ils réfléchissent à un investissement, ils visent 3 marchés. Le premier, c'est celui qu'ils connaissent, là où ils habitent. Le deuxième, si je parle de la jeune génération, c'est là où habitaient leurs parents, ou là où ils ont fait leurs études. C'est-à-dire, je maîtrise ces 3 marchés-là. Si je fais un investissement locatif, je vais aller sur ces 3 marchés. Voilà, je travaille à Paris, j'ai fait mes études à Lille, mes parents habitent à Angers, boum, je connais ces 3 marchés-là, etc. Et aujourd'hui, ton budget, il a changé. C'est-à-dire qu'imaginons que dans ces 3 villes-là, mon ticket d'entrée pour c'est 250 000 euros, et mon banquier ou mon courtier me dit, ton budget, c'est 180 000. C'est là qu'on intervient. C'est là que Maslow peut avoir la bonne réponse. C'est de te dire quel est le bon produit à 180 000 euros. Donc effectivement, il y a des gens qui sont exclus du marché, des gens qui, il y a 18 mois, pouvaient investir 100 ou 120 000 euros, ne peuvent plus investir dans l'immobilier. Si leur budget est passé à 70 ou 80 000 euros, c'est beaucoup plus difficile de rentrer sur le marché. Mais par contre, celui qui était à 250 000 euros d'investissement, qui est à 200 000 aujourd'hui, eh bien, comment on l'accompagne? Et c'est la réponse qu'on essaye d'apporter avec Maslow, de te donner le bon niveau de connaissance, le bon accès au bon niveau d'information de ce que c'est qu'un bon investissement locatif dans les mêmes critères. Nous, on ne va pas baisser les critères. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller prendre des risques sur des villes sur lesquelles la tension locative n'est pas présente. Oui. Voilà. Le top 10 des villes où investir, tu sais, on a ça souvent dans les journaux, etc. Et moi, je vois le nom des villes qui changent. Alors, effectivement, il y a des villes qui sont intéressantes, qui peuvent rentrer dans un palmarès. Mais quand sur les 10 villes où il faut investir, il y en a 9 qui changent, parce qu'on change le budget et on va sur des villes qui parfois me surprennent. Ça, c'est des choses sur lesquelles, non, nous, on dit juste, effectivement, il y a des investisseurs aujourd'hui qui peuvent plus aller sur ces marchés-là. Voilà, mais les fondamentaux, ils sont toujours là. L'emploi, il se métropole. Voilà, on est dans les grandes métropoles. Le marché locatif, il est hyper tendu, on construit pas assez. Aujourd'hui, bon voilà, tu l'as dit, je suis à Lyon. Voilà, les pauvres étudiants qui sont en train de chercher des appartements, en ce moment, ils sont en dépression. Et puis, ce marché qui est bloqué, le locataire peut plus acheter sa résidence principale, voilà, donc il reste locataire. Donc c'est un logement que t'as plus là. Donc en fait, le marché locatif, il se resserre, les loyers, ils augmentent. Donc quand tu es investisseur, c'est est-ce que tu veux investir sur un marché lisible sur les 10 prochaines années avec des loyers qui vont augmenter et puis tu vas faire participer la banque. Alors oui, hier la banque, le loyer payait une grande partie de tes intérêts et de ton capital et aujourd'hui elle paye une grande partie de tes intérêts et une plus petite partie de ton capital. Mais tu t'enrichis quand même. Maintenant le cadre de référence il a changé. C'est sûr que si tu as étudié un projet il y a 12 mois, il faut que tu digères. Tu te dis, bon, il y a 12 mois, je pouvais acheter 250 000 euros, et là, aujourd'hui, c'est 190 000, voilà, alors, du coup, j'attends.
où j'attends pas, où je rentre. En tous les cas, il y a besoin d'avoir une digestion, c'est ça. En tous les cas, il faut aider les gens avec ce nouveau cadre de référence. Et quand tu es derrière ton ordinateur, tu veux avoir de la data, te forger une opinion. Et on le voit bien, être accompagné et avoir du conseil. Et on essaie d'apporter ça, et aussi un conseil de qualité, je pense que c'est important. Et du coup, tu parlais d'un bon investissement locatif et de conseil. Quel conseil tu donnerais à un jeune investisseur ou à une personne qui réalise son premier investissement locatif? Alors le premier sujet, c'est d'abord de valider son budget d'investissement, parce que ça te donne ton cadre de jeu. Il faut que nous, on puisse te conseiller en te disant, voilà, ton budget c'est 150 000 euros. Avec 150 000 euros, où est-ce que tu peux investir? Et ensuite, si c'est ton premier investissement, c'est d'avoir un investissement aussi sécurisé dans le temps. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas avoir le moins de surprises? Un investisseur, il te dit toujours, ok, il y a un loyer, il y a un crédit, moi je peux mettre un effort d'épargne de ma poche, je veux bien mettre 200, 300, 400 euros par mois, ok, mais si je te dis 400 euros par mois, je veux que ça me coûte 400, pas 500, pas 600, pas 700, je veux pas de surprise. Donc aujourd'hui, le choix qu'on a fait chez Maslow, c'est de se concentrer sur l'immobilier neuf et l'ancien récent. Sur l'immobilier neuf, pourquoi? Parce que tu as zéro surprise sur le marché sur les 15 prochaines années. Ton logement, tu pourras toujours le louer. Tu vas pas être soumis aux contraintes du DPE, où tu n'auras plus le droit de louer ton logement en 2028 ou en 2035. Et si tu veux le faire, tu vas pas avoir des travaux. Si tu fais des travaux, tes fameux 400 euros d'effort d'épargne, si tu as des travaux à faire dans ton appart, on n'est plus au rendez-vous. Donc ça c'est clair. Et ensuite, c'est de réfléchir à la gestion. Est-ce que tu veux t'en occuper ou pas t'en occuper? Bon, généralement, ils veulent pas s'en occuper. Les gens, ils veulent pas avoir rapport avec le locataire. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir les bons interlocuteurs, les bons accès aussi pour savoir ce qui se passe sur ton logement, d'être accompagné par des structures performantes sur la gestion locative, soit parce que tu as un mandat de gestion, voilà. Et puis aussi sur un premier investissement sur des budgets maîtrisés. La location meublée non professionnelle, un bail commercial, un marché profond, par exemple le marché étudiant, sur lequel, voilà, tu as 2 millions d'étudiants, tu as 400 000 logements, et on donne le bac à 750 000 personnes par an. Bon, tu prends zéro risque, c'est un placement de bon père de famille, c'est pas de la crypto, mais tu peux prendre ton tableau Excel, tu sais où tu pars, tu sais où tu arriveras, et tu auras zéro surprise. Voilà, c'est souvent l'alternative qu'on proposera aux clients. Ok. Et alors, on parlait de top 10 villes. Est-ce que toi, dans les investissements, avec les investisseurs avec lesquels vous travaillez, est-ce que Maslow, vous avez quand même des villes qui reviennent un peu plus que d'autres? Et si oui, lesquelles? Alors, souvent, ce qu'on va regarder, ce sont les agglomérations. C'est-à-dire, on va essayer d'éviter les pièges et les contraintes, parce qu'il y a des pièges et des contraintes sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, à Lyon, tu collectionnes un prix d'accès qui est élevé, donc un ticket d'entrée qui est élevé, et des contraintes réglementaires qui sont très fortes, puisqu'on a le plafonnement des loyers qui a été mis par la mairie. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, sur Lyon, on va regarder l'agglomération, et on va regarder autour où est-ce que je suis pas plafonné par les loyers, où est-ce que le budget d'investissement il est intéressant, et tu as un petit phénomène d'escargot de te dire est-ce que je vais être à 10 minutes ou 20 minutes de transport, et on va faire ça un peu sur toutes les grandes villes. Okay. D'accord? Et voilà. Ensuite, il y a quand même des grandes notions. Les capitales régionales sont évidemment au rendez-vous. On regarde aussi la sortie. C'est-à-dire de se dire mon appartement quand je le revendrai, est-ce que je le revendrai, est-ce que je peux le revendre en résidence principale, est-ce que par exemple je peux le revendre en résidence secondaire, est-ce que si je fais un investissement locatif avec un dispositif fiscal, par exemple une loi Pinel, est-ce que quand ma loi Pinel est finie, est-ce que je peux le louer en meublé par exemple, est-ce que la location saisonnière peut être une solution, est-ce que où je revends, ça c'est voilà. Donc voilà, on aime bien le Var aussi, enfin, toute la ligne on va dire Marseille-Nice. Où là, tu achètes un appartement, le marché est extrêmement tendu sur le locatif à l'année, puisque comme tout le monde veut faire du secondaire, eh bien, il y a personne qui est, voilà, il y a peu de propositions de janvier à décembre, donc tu es sûr de trouver des locataires solvables. Il y a plein de villes où le plafonnement des loyers n'est pas existant, et à la sortie, eh bien, tu peux conserver bien, tu peux le louer en saisonnier, tu peux le louer en meublé à l'année, tu peux le revendre sur un marché qui gagne des habitants, qui est au bord de la mer, et donc voilà, ça c'est aussi des endroits quand même qu'on apprécie beaucoup et qui sont souvent appréciés des investisseurs. Voilà. Et sinon, évidemment, la région parisienne, parce que la région parisienne, d'une part, il y a beaucoup d'investissements.
évidemment avec les JO, voilà. Et par contre, tu as des poumons économiques qui sont vraiment partout. Entre le plateau de Saclay, entre les 2 aéroports. Et donc, du coup, tu as vraiment des poumons économiques qui sont importants, qui peuvent être à une demi-heure de Paris. Et là, c'est pareil, tu mets un appartement à louer, tu as 40, 50, 60 dossiers, tu choisis ton locataire. C'est 20% des emplois en France. Donc, on va dire que, je vais pas parler de Grand Paris, moi, je vais parler de très Grand Paris, c'est-à-dire que on est passé du périphérique parisien à la 86, quoi. Grosso modo, le cœur de l'investissement sécurisé, il est peut-être entre ces deux couronnes. Okay. Ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup. Et alors, en termes de saisonnalité, est-ce que vous avez repéré une saisonnalité où l'investissement locatif sur 12 mois serait peut-être plus fort ou une période peut-être plus calme? Alors, c'était vrai il y a quelques années, souvent parce que les gens qui réfléchissent investissement immobilier et économie d'impôt, quand je rentre de vacances et je reçois mon avis d'imposition, je me dis tiens, si je pouvais éviter l'année prochaine, je vais me réveiller. Donc on avait une saisonnalité sur les derniers mois de l'année. Et puis on avait aussi le printemps. Dès qu'il fait beau, les gens réfléchissent, est-ce que je vais changer d'agence principale, voilà, où est-ce que je peux l'améliorer? C'est là qu'il y a les salons de l'habitat, c'est là qu'il y a toutes ces choses-là. Et donc c'est l'attrait souvent. Donc ça, c'était une saisonnalité qui était quand même présente. Alors c'est moins vrai. Sur la partie impôt, je l'explique par le prélèvement à la source, parce que tu as moins le fait que tu payes ton tiers provisionnel ou des choses comme ça. Finalement, c'est retirer ton bulletin de salaire tous les mois. Et puis on voit bien aussi que voilà, les gens réfléchissent aujourd'hui soit à placer leur argent, soit à investir finalement un peu toute l'année. Donc c'est de moins en moins vrai. Alors, on va revenir un peu sur Maslow. Ouais. Donc, plus en termes de vie d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que vous êtes aujourd'hui chez Maslow? Oui, alors donc, comme je l'ai dit, on appartient à un groupe qui a 35 ans, donc en fait on va chercher la compétence dans ce groupe-là. Donc aujourd'hui, tu as une quinzaine de personnes qui travaillent à plein temps sur Maslow, puisqu'on a internalisé le développement informatique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai entre 4 et 6 développeurs qui travaillent à plein temps sur le site. On est 4 au service commercial. Ensuite, il y a le service communication, web marketing. On est aussi pas mal présent sur les réseaux sociaux. On essaie de mettre en avant notre expertise également. On organise des webinaires, on fait des petites vidéos courtes un petit peu éducatives. Donc voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'on est 14 à travailler à plein temps sur le sujet. Et la montée en puissance du projet fait que si on a besoin d'un accélérateur ou si on a besoin de compétences, on a la chance de ne pas être dans un mode faut que j'anticipe un recrutement, trouver la bonne personne qui arrivera dans 3 mois, parce qu'on a la chance d'être dans un groupe de 700 personnes avec des compétences. Voilà. Quand il faut mettre un accélérateur sur une évolution du site internet, on passe de 4 à 6 développeurs. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Et sur la montée en charge de la partie commerciale, aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont derrière les écrans, Tom, Jérémy et Anthony. Voilà, si on a besoin de mettre une 4e personne ou une 5e personne, on serait capable de le faire. Le nom de Maslow, est-ce que ça a un lien avec la pyramide de Maslow? Alors, j'ai envie de dire, c'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Ok. D'accord. L'idée, c'était d'une part qu'on ait un nom générique. Okay. Effectivement, la baseline, c'est l'immobilier connecté à vos besoins, donc la pyramide des besoins. Mais l'idée, c'est qu'on voulait pas mettre le mot IMO dedans. On voulait vraiment quelque chose d'assez générique. Mais on veut répondre aux besoins, donc aux besoins des investisseurs. On n'a pas choisi de mettre des pyramides partout sur le site, etc. Mais on peut tout de même faire un parallèle en se disant que voilà, on peut parler de pyramide patrimoniale ou de pyramide d'investissement. Voilà. Si on compare par rapport à la pyramide de Maslow, d'abord me protéger, me nourrir. Finalement, si on prend la pyramide de l'investissement, d'abord me loger, peut-être ma résidence principale, mon épargne de précaution, le 2e étage, et dès qu'on arrive sur le 3e étage, c'est l'investissement. Ok. Voilà. J'ai ma résidence principale. J'ai mon épargne de précaution, c'est ma machine à laver, ma cour à distribution, mes vacances, tout ça, c'est géré. Ok, maintenant que j'ai ça, investissement, donc préparation de l'avenir, en fait. Et donc cette pierre-là, cet étage-là, c'est souvent par l'immobilier que ça peut aller. Voilà, donc si on veut faire un parallèle à la pyramide de Maslow, ce serait celle-ci. Ok. Au niveau des valeurs de Maslow, est-ce que tu peux nous en parler? C'est apporter à l'investisseur de la data, parce que c'est sa demande. Et de l'expertise. Et c'est de lui apporter la certitude de la sécurité de son investissement. Ça, c'est vraiment notre priorité. Par exemple, sur le site, il n'y a pas de sponsoring de promoteurs, il n'y a pas de surcommission, il n'y a pas de mise en avant, il n'y a pas de publicité. Chez les promoteurs, il y a des bons produits et des produits qui sont moins bons. Nous, ils sont scorés par un algorithme.
Si tu n'as pas 3 sur 5, tu n'es pas présent sur le site. Donc je ne me fâche pas avec toi, promoteur, puisque tu n'es pas présent sur le site. Oui. Dans ton offre, tu as 15 résidences, 50 résidences, 150 résidences. Si tu en as que 50 sur Maslow, on va pas se fâcher, parce que je les mets en avant, je vais essayer de les vendre, et tant mieux pour toi, tant mieux pour moi, c'est génial. Et tu as le droit de monter une résidence dans un écran de verdure hyper sympa, où la résidence principale peut être un super choix, mais est-ce que ça réunit les critères objectifs d'un investissement locatif avec, je suis certain d'avoir une tension locative qui est très forte, j'ai des transports, des commerces, des écoles, j'ai une sortie en location et à la revente. Si ces réponses-là ne sont pas oui, ou pas suffisantes, tu ne seras pas sur le site, mais c'est pas très grave. Alors on peut faire du marketing, qui est réel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des offres chez les promoteurs de frais de notaire offerts ou choses comme ça? La réponse est oui. Mais ça, c'est une offre commerciale. Mais nous, l'offre commerciale qui apparaît sur Maslow, elle est aussi notée à plus de 3 sur 5. Okay. C'est pas, voilà. L'idée, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, on revient sur un plan un peu plus perso, un peu sur toi. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais au quotidien avec Maslow? Comment est-ce que tu gères tes équipes, pardon? Alors, le quotidien chez Maslow, ce qui est intéressant, c'est qu'il bouge tout le temps, parce que finalement, quand tu as la responsabilité d'un projet, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette mission, c'est que j'ai multiplié les interlocuteurs. C'est-à-dire que quand tu es directeur commercial d'une force de vente, qui est mon métier d'origine, tu animes des équipes, tu animes des collaborateurs, tu apportes de l'expertise, tu fais de la formation, tu fais du recrutement. Tes journées sont bien remplies, tu gères quelques soucis aussi, c'est l'idée de la pyramide des emmerdes, c'est aussi, voilà. Sur Maslow, ce qui est génial, c'est que tes journées, elles ne se ressemblent pas parce que tes interlocuteurs sont différents. Il faut que tu penses à la V2 ou à la V3 de ton site. Donc tu essaies de prévoir ce qui va se passer. Tu fais beaucoup de retours d'expérience, de se dire aujourd'hui, on a lancé un site qu'on pensait super. Ça marche ou ça marche pas? Les gens, ils vont voir quoi? Ils laissent leurs coordonnées à quel moment? Ils demandent de l'accompagnement quand? Quand est-ce qu'on perd les gens quand ils vont sur le site? Comment on peut améliorer ça? Et donc là, et puis une fois que tu as décidé ça, que tu décides de changer, faut avoir du développement informatique. Donc tu as ton interlocuteur, ton chef de projet, les community managers, le développement informatique, le commerce, essayer de faire aussi que ça fonctionne, piloter les budgets. Donc finalement, voilà. Donc je sais pas, je peux te raconter ma journée d'hier. Hier, j'ai fait une visio avec une start-up dans notre univers parce qu'on envisage de faire un petit tour de table à la rentrée parce qu'on va avoir un sondage, on va interroger les Français sur leur volonté d'investir, ce qu'ils voudraient faire et on a envie d'interroger des experts, mais pas que nous. Pour ce que pensent les Français, comment tu peux y répondre. On a fait notre pilotage hebdomadaire Maslow pour voir ce qui s'était passé la semaine dernière, cette semaine. Le web marketing nous a présenté tout ce qui allait arriver puisque on va pouvoir rentrer aujourd'hui l'ancien récent, pareil. Donc voilà, on a fait ça. Et puis une petite visio en fin d'après-midi avec une boîte de RP pour nous accompagner dans notre communication. Tu as fait de la communication, du web marketing, du développement commercial. Donc ça c'est plaisant. Non, mais ça c'est plaisant. Voilà. En tous les cas, tes interlocuteurs, ils sont bien plus multiples dans du pilotage de projet. Ok. Alors, sur un plan plus personnel, comment est-ce que tu gères l'équilibre entre ta vie pro et perso? Alors, comment je gère ma vie pro et perso? Déjà, j'essaye de faire un peu de sport. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien quitter le boulot le midi, enlever mes fringues, me mettre en short, me mettre minable, prendre une douche, remettre mes fringues, et j'ai l'impression de repartir sur une deuxième journée. Donc ça c'est important. Je pense qu'il ne faut pas être disponible tout le temps non plus. Quand c'est les vacances, c'est les vacances. Et puis c'est surtout d'être bien accompagné. C'est-à-dire que moi j'ai toute confiance dans les gens avec lesquels je travaille. D'une part parce que c'est des gens que j'ai choisis. Donc ça c'est important. Et puis faut savoir faire la distinction entre le urgent et l'important. Et quand tu mets ça sur une feuille, tu élimines pas mal de choses de ta to-do list qui sert à rien. On va un peu plus se tourner vers l'avenir, comme intitulé notre podcast.
à terme, quels sont, sur un plan personnel ou professionnel, tes objectifs à court, moyen ou long terme? Alors, c'est de faire réussir le projet Maslow. Ça, c'est très clair. Je pense que c'est très bien ce qu'on a lancé. Les cibles que l'on a identifiées, elles sont au rendez-vous. Aujourd'hui. Ce qu'on souhaite, c'est que l'expertise de ce nouveau site internet soit reconnue sur le marché et par les interlocuteurs. Ça, on pense que c'est très important. C'est évidemment développer Maslow. Aujourd'hui, on fait partie d'un groupe qui acte entre 2000 et 2500 lots par an. Alors, plutôt 2500, et puis peut-être que cette année ce sera un peu moins. Et l'idée de ce troisième bras armé, c'est de se dire comment on fait pour acter 3000 ou 4000 lots demain. C'est évidemment de recruter des collaborateurs pour accompagner le développement, d'accompagner des talents. Donc ça, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, et pour moi, c'est que le projet devienne plus gros, en réussite, et qu'on arrive à nos objectifs. Voilà. C'est un investissement, Maslow. Aujourd'hui, on sera pas rentable en 2023, mais on n'est pas une start-up qui a levé des fonds pour relever des fonds. C'est un investissement, c'est un troisième bras armé commercial. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de l'année, on puisse dire alors déjà, on peut déjà dire que ça fonctionne dans le sens où on a aujourd'hui des gens qui prennent rendez-vous sur le site, des gens qu'on accompagne, des gens qui réservent et des gens qui nous font confiance. Donc ça fonctionne. On arrive à faire des ventes aujourd'hui à distance avec de la data et de l'expertise. Donc ça, c'est positif. Maintenant, il faut qu'on multiplie les ventes. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'à la fin de l'année, on puisse se dire, voilà ce qu'on a essayé. Voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui fonctionne pas. Et donc, on va déterminer un budget avec évidemment la direction en se disant où est-ce qu'on met nos sous pour que ça fonctionne. Et une fois que tu as pris cette décision-là, faut que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et du coup, peut-être toi, c'est un peu personnel, qu'est-ce que tu te souhaites à l'avenir? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as des projets que tu aimerais réaliser en dehors de Maslow ou de ta vie professionnelle? En dehors de ma vie professionnelle. Alors pour l'instant, j'en suis à la phase semi-marathon. Donc, est-ce qu'éventuellement j'arriverai à monter sur une distance supplémentaire? Ça pas. En fait, l'idée c'est plutôt d'avoir de la préparation et un défi. Et finalement, même quand tu te blesses avant le défi, ce qui m'est déjà arrivé, t'as le gain de la préparation. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis de garder un esprit un peu. Je suis un peu bousculé en ce moment parce que dans des projets internet, finalement, les gens sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc je découvre plein de choses et c'est sympa. Voilà. Et puis je m'aperçois que je fais de la boxe pied-point et puis je suis le plus vieux. Je m'aperçois que je suis le plus vieux parfois sur plein de trucs, mais finalement je m'éclate et puis j'ai toujours 12 ans dans ma tête. Donc voilà. Voilà, plutôt des défis où il y a une préparation et un challenge à la fin, que ce soit de la randonnée en haute montagne, essayer peut-être un sommet, passer du semi-marathon au marathon, ou s'essayer au trail. C'est plutôt des choses comme ça, mais à chaque fois, tu vois bien que c'est pas je vais m'inscrire dimanche à un truc, j'ai comme objectif quelque chose où je suis pas prêt, je peux pas partir de demain matin. Je vais me préparer et mon objectif c'est de faire ça. Okay. Et finalement, même si je le fais pas, j'aurai cette préparation-là. Donc je pense que c'est important. Et pour moi, l'autre chose personnelle qui m'intéresse beaucoup, c'est évidemment le virage de l'intelligence artificielle. Okay. Je pense que là, on est sur quelque chose qui va changer nos vies. Je pense qu'il y a ceux qui maîtrisons et ceux qui maîtriseront pas. L'impact que ça peut avoir dans notre vie personnelle, y compris dans notre vie professionnelle. Donc ça, je m'y intéresse beaucoup. Et voilà, ça aussi, le fait de maîtriser toutes ces nouveautés-là, à titre personnel et professionnel, m'intéresse beaucoup. Voilà, je pense qu'on a un virage, et peut-être que demain aussi, aujourd'hui, comme moi, quand tu appelles ton assurance et qu'on te demande d'appuyer sur 1, puis sur 8, machin, et là, t'en as marre, les chatbots où t'as que des trucs automatiques. Voilà. Nous, le premier message que tu as sur Maslow, c'est bonjour, ici pas de robot, je m'appelle Anthony, comment je fais pour t'aider? Et si Anthony n'est pas dispo, c'est bonjour, ici pas de robot, nos conseillers sont déjà occupés, laissez notre message, on vous répondra. Mais l'idée c'est ça. Et peut-être que demain, si
Est-ce que l'intelligence artificielle, je laisse un message, j'aurais besoin d'une attestation d'assurance pour mon appartement, est-ce que l'intelligence artificielle qui te répond, c'est génial. Où en est mon sinistre dégâts des eaux, l'intelligence artificielle qui te répond, le 14 juillet, nous avons relancé, ça va te gonfler. Oui. D'accord. Clair. Donc je pense que le service client, tout automatisé, etc. Le marketing, je pense aussi que il faudra avoir un œil averti entre ce qui a été fait par l'intelligence artificielle et ce qui a été fait par des vrais humains. Absolument. Voilà. Et sur l'immobilier, on n'oublie jamais une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne avec une clé qui met la main dans la serrure, qui tourne la clé, qui entre dans un appartement pour le vendre, pour le louer, pour y faire des travaux, pour y habiter. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est pas l'intelligence artificielle qui le fera. Donc voilà, mais en tous les cas, c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. Il faut être, à mon avis, extrêmement curieux, s'auto-former sur le sujet, trouver les bons interlocuteurs, et je pense que ça sera un accélérateur de productivité énorme. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Et ma dernière question, mais on est déjà bien lancé. Quelle est ta vision de l'avenir ? Alors, je précise que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue par rapport au marché de l'immobilier et aussi avec Maslow. Alors, sur le marché, je pense que le pronostic est aussi difficile que celui du Quintet Plus de ce week-end. Voilà, je l'ai déjà dit, on est dans une crise de financement et pas une crise immobilière. On a un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit anglo-saxon. J'étais en Angleterre pour un anniversaire il y a quelques semaines. Quelqu'un qui avait une maison qui vaut 1 million de livres, aujourd'hui elle vaut, 800 000. Lui, il va se dire... Oui, mais je vais acheter quelque chose de moins cher. C'est-à-dire, je vais vendre 800 000, mais finalement, je vais pouvoir racheter un truc à 800 000 qui valait 1 million, et ils sont comme ça, les Anglais. Les Anglo-Saxons sont comme ça, ils sont hyper habitués. Bon, voilà. Les Français sont pas comme ça. Aujourd'hui, le marché, il est bloqué. Il est bloqué parce que seul celui qui vend et qui est obligé de vendre, divorce, décès, naissance, déménagement, vend. Donc lui, il accepte la négociation. Tous ceux qui n'ont pas besoin de vendre ne vendent pas, parce qu'il n'accepte pas la correction du prix. Et l'acheteur, lui, il avait un budget à 300 000 et un budget à 230, il ne peut plus te faire une offre à 300 000. Donc pour l'instant, le marché de la transaction, en tous les cas, le nombre de ventes est plutôt bloqué. Si les taux de crédit continuent à augmenter sur des niveaux inconnus pendant une très longue période, là, on aura une correction du marché qui pourrait être plus importante. Moi, je ne crois pas. Voilà, aujourd'hui, le marché, il résiste. Il baisse en termes de transactions, mais en termes de prix, il résiste quand même beaucoup. Le produit, le mauvais produit et le produit atypique, lui, se vend moins bien. Les villes qui étaient un peu à la traîne sont encore plus à la traîne. Voilà, mais la correction n'est pas si importante que ça. Donc, je pense que le nombre de transactions d'achat va diminuer, que les gens vont être perdus, et donc ils vont avoir besoin de plus de conseils. Voilà. Et donc je pense que pour Maslow, toujours donner suffisamment d'éléments pour que la personne se forge une opinion elle-même, et l'accompagner dans son projet, et sans doute un petit peu plus tôt, et on le voit déjà, qu'à la fin du projet. Voilà. Et après, je pense que dans notre univers, il y a beaucoup de startups qui se sont lancées dans l'univers de l'investissement immobilier locatif. Et elles se sont toutes lancées dans un modèle qui était taux de crédit à zéro, investissement des fonds à zéro, enfin avec un coût de la dette qui est faible, et avec un objectif de rentabilité lointain ou de relevé de fonds. Voilà. La rentabilité va être demandée peut-être plus tôt. On voit des modèles économiques aujourd'hui qui changent aussi. Donc, je pense que cet investissement au père de famille, comme on fait nous, on détermine un budget, on lance un projet, on essaie d'être rentable le plus tôt possible, on essaie de créer du récurrent. Je pense que ça, c'est un modèle qui sur le long terme, paiera. Ok. Écoute, c'était ma dernière question. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour être intervenu sur Avenir, et pour nous avoir partagé ton histoire et aussi nous avoir présenté Maslow. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et puis on vous dit à la prochaine. Merci pour ton invitation, en tout cas, je passe un très bon moment. Moi aussi, merci. Allez, au revoir à tous.